Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Alors, cette semaine, on a parlé d'une crise agricole vers la fin des fermes laitières au Québec. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Jean Pronovost, qui est président de l'Institut Jean Caron. Bonjour, M. Pronovost. Bonjour. Et M. Bégin, bien, on vous reconnaît. C'est Simon Bégin, qui est porte-parole de l'Institut, mais aussi collaborateur au Journal de la vie agricole avec Yannick Patelli. Alors, bienvenue chez nous. M. Pronovost, je vous demande, l'Institut Jean Caron, je ne savais pas qu'on avait créé l'Institut Jean Caron. On entend moins parler de nous ici sur la Côte-du-Sud. Quand est-ce que vous avez décidé de créer ou fonder l'Institut Jean Caron? L'idée a été émise à la vie agricole il y a un petit peu plus d'1 an, je pense bien. Et puis, depuis ce temps-là, on travaille à le mettre en place, à le mettre en forme. Puis l'Institut, à l'origine, se veut toujours, un témoignage à Jean Caron, qui a été un ministre de l'Agriculture extraordinaire, et en même temps veut perpétuer l'esprit qui l'animait, c'est-à-dire faire de l'agriculture du Québec une agriculture à la mesure des Québécois. OK. Son but, pour M. Pronovost, la mesure bas de l'aile un peu. On sait que M. Caron a été un excellent ministre de l'Agriculture, on s'en souvient tous. Maintenant, l'agriculture, on l'entend. Je ne sais pas si je peux utiliser le terme malade, mais on éprouve certaines difficultés. Ce livre-là en parle également. Est-ce qu'on peut s'ennuyer de ce ministre qu'a été M. Caron? Oui, parce qu'il s'en occupait activement de l'agriculture et puis il avait la force de caractère nécessaire pour la faire évoluer dans le bon sens. Et l'Institut Jean Caron veut mettre en place un lieu de débat, un lieu de débat public transparent, où les principaux intervenants vont venir discuter leurs problèmes, les mesurer comme il faut, échanger sur les solutions et possiblement, c'est ce qu'on espère finalement à la fin de tout, établir des consensus qui vont faire avancer les choses. OK. Alors oui, une des raisons de la naissance de l'Institut, un de ses buts, M. Caron était un grand ministre de l'Agriculture, mais il a été aussi, peut-être pas surtout, mais aussi un grand communicateur. Alors, pendant les 9 années où il a été ministre, il a parcouru le Québec dans toutes les directions et il a parlé aux Québécois de l'importance de l'agriculture. Alors, ce rôle-là de grand communicateur, d'être capable d'expliquer aux Québécois l'importance de l'agriculture, bien, ça s'est perdu un peu depuis. Il n'y a plus grand monde qui parle aux Québécois, comme le faisait M. Caron, à quel point c'est important, à quel point ça touche tout le monde. Alors, c'est un peu un des buts de l'Institut, c'est de rapprocher, si on veut, ce qu'on pourrait appeler deux grandes solitudes, le monde urbain et le monde rural, qui se connaissent moins qu'avant, qui ne se parlent peut-être plus autant qu'avant. Alors, l'Institut, puis c'est un peu un des buts du livre aussi, c'était de rapprocher ces deux mondes-là. Bon, ça fait 1 an. Vous me dites que ça fait 1 an que vous avez fondé l'Institut Jean Caron. Quelles sont les actions que vous avez prises récemment là, qui démontrent le travail que l'Institut fait actuellement pour... On a posé notre premier geste public, qui est un geste d'affirmation de soi, dans le fond, il y a à peine 1 mois, le 9 novembre. Et puis, on a annoncé notre programme d'activité pour l'année qui vient, en disant qu'on va travailler d'abord sur ces thèmes-là. La gestion de l'offre figure au premier rang. Et puis, on a annoncé aussi la façon dont on voulait fonctionner, puis nos diagnostics de base. Nos diagnostics, c'est que, trop souvent, les enjeux en agriculture se discutent entre initiés, par des groupes d'intérêt, se font souvent dans les coulisses. Hein? Et puis, le citoyen qui paye en bout de course, qui est affecté dans ses habitudes de consommation, mais aussi dans sa santé. Bien souvent, le citoyen, lui, il est laissé de côté. On parlait de deux solitudes tantôt, là, c'est ça que ça veut dire. Ça fait qu'il y a, dans la volonté de l'Institut, il y a aussi un élément important de vulgarisation pour pas que les gens qui connaissent pas l'agriculture, puis ils ne connaissent pas l'agriculture, la jugent à travers des perceptions qui s'alimentent à partir de tout sauf des faits. Fait que notre but, c'est d'établir les faits. Au cours de l'année, il y a eu beaucoup de réflexions. Et moi, pour un,
bon, j'ai été presque surpris de voir à quel point le nom de M. Garon, l'importance que les gens accordent encore à son héritage, a été un facteur de ralliement. Au cours des derniers mois, on a fait appel à différentes personnalités pour jouer un rôle on appelle ça les parrains, une espèce de comité de sages qui va aider l'Institut dans ses grandes orientations. Et toutes les personnes qu'on a approchées ont toutes dit oui. Alors là-dedans, on a quand même des gens importants. M. Claude Belland, l'ancien président du Mouvement des Jardins. Oui. M. Léger, le fondateur des rôtisseries Saint-Hubert. On a M. Pittet, un producteur agricole qui a eu longtemps joué un rôle important au sein de l'UPA. Laure j'ai oublié son nom, Mme Baridel. Mathieu Bock-Côté. Alors, des gens de toutes sortes d'horizons qui ont à cœur le bien-être du Québec et qui, quand on leur a proposé cette idée-là d'avoir un institut qui ferait des débats sur les grands enjeux agroalimentaires avec l'aura de M. Garon, bien, la réponse a été formidable. Ça nous a vraiment encouragés. Tous ces gens-là arrivent avec des idées à eux, qui ne sont pas nécessairement celles de leurs voisins. Et ils se situent tous au-delà de ces idées-là, au-dessus. Comme l'Institut, c'est pas parce qu'il porte le nom de Jean Garon que c'est un institut qui se veut politique, qui se situe au-delà de la politique. OK. C'est l'homme. Monsieur Pronovo, vous avez été ministre, vous avez sous-ministre, pardon. Merci de la promotion. Vous connaissez bien l'appareil gouvernemental. Dites-moi, je me permets de vous poser la question parce qu'on a certaines inquiétudes sur la Côte-du-Sud par rapport à l'ITA. Oui. Est-ce qu'on a des raisons d'être inquiet? Moi, je crois que non. Okay? S'il n'appartient qu'à moi, ça sera non. Alors, ma question, est-ce que l'Institut Jean Garon peut intervenir? On est déjà intervenu, en quelque sorte, dans le rapport qui porte mon nom, le rapport Pronovo. Si vous vous souvenez, on avait écrit ce rapport-là au terme d'un long périple, dans le fond, qui nous a menés dans toutes les régions du Québec. On a reçu 770 mémoires. De ces mémoires-là ressortait notamment, et entre autres, le fait que, la formation, c'est très important pour les agriculteurs. Il y a une exigence de compétences là, qui est multiple. 2, parmi les institutions qui fournissent cette formation-là, l'ITA ressortait comme un lieu d'excellence, une école de référence, même si d'autres cégeps ou des cégeps offrent la formation, l'Institut de l'ITA sortait dans ces 2 campus comme un facteur d'excellence. Et la Commission, au terme de son analyse, a voulu reconnaître ce facteur d'excellence-là en disant « Cette école, qui fait partie du ministère de l'Agriculture, faisons-en une école qui obéit à sa propre loi, à un conseil d'administration qui lui répondra de ses activités directement au ministre. » On y voyait de gros avantages, notamment du côté de la liberté d'action, la souplesse, et puis de la reconnaissance aussi dans le milieu. Puis, pour que le message soit bien compris, on suggérait d'élargir cette mission pour en faire une espèce de grand coordonnateur de la formation agricole de niveau collégial au Québec. Je vais vous reposer ma question autrement. Est-ce que l'ITA de l'Apocatière est menacée? Parce qu'on sait que beaucoup de services ou de formation maintenant vont à Saint-Hyacinthe parce qu'il y a le pendant à Saint-Hyacinthe, mais est-ce que l'ITA de l'Apocatière est menacée? Bien, pour moi, j'espère bien que non. Réponse? J'espère bien que non, parce que l'ITA de l'Apocatière, avec celui de Saint-Hyacinthe, ça élargissait, dans le fond, l'empreinte géographique de l'ITA. C'était bien important. En l'installant, cet ITA-là, non seulement à Saint-Hyacinthe et dans la région, mais dans la région ici aussi. Okay. Je pense que la mobilisation qu'il y a dans le milieu présentement est une bonne garantie pour l'avenir de l'ITA. Puis je pense que les gens doivent continuer à se mobiliser, à se défendre pour garder leurs institutions. Maintenant, qu'est-ce que l'ITA de l'Apocatière va devenir? Est-ce qu'on va, comme vous dites, est-ce qu'on va la vider un peu de son contenu? Je pense qu'il faudra être très vigilant là-dessus. Comme M. Pronovo le disait, le fait d'avoir une institution d'excellence qui développe la connaissance, qui forme des jeunes dans un milieu, c'est une richesse incroyable. C'est une importance pour l'économie du milieu qu'on n'aperçoit peut-être pas souvent. C'est pas une usine, c'est pas
c'est pas de la production de biens, mais c'est de la production de connaissances et d'expertise. Et ça, pour la vitalité économique et sociale d'un milieu, c'est essentiel. Puis le message qu'il faut se donner, c'est que la Pocatière a 2 centres d'excellence. Le Cégep, c'en est un autre aussi. Ils ont fait des choses extraordinaires, notamment avec Bombardier. Puis il y a l'ITA. Et puis le message qu'il faut passer, c'est arrêtons d'avoir peur, puis de regarder, ah, mais est-ce qu'on est menacé, puis s'emparer des rumeurs, puis s'énerver avec ça. Puis pensons au futur, en disant comment ces institutions-là, on peut les développer davantage, aller plus loin. J'aime ça, j'aime votre réponse. Maintenant, 2017, vous voyez, vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous voyez le monde agricole comment par rapport à ce qu'on vient de vivre en 2016? Mon Dieu, il y a des points, vous y aviez touché un petit peu tantôt, il y a des points très forts dans l'agriculture au Québec. Si vous demandez aux producteurs de canneberge, aux producteurs de grandes céréales, est-ce que ça va bien l'agriculture, ils vont vous dire un gros oui. Actuellement, on manque de place pour entreposer le grain qu'on a récolté cet été. On ne blague pas, là. Les producteurs de canneberge se frottent les mains presque à tous les soirs. Par contre, allez voir les producteurs de lait, allez voir les producteurs de porc, c'est une autre histoire. Il faut s'occuper d'urgence de ces éléments importants de nos activités agricoles. Et puis c'est là que les débats qu'on va mener, les livres que nous vont s'écrire sur le sujet, doivent absolument faire avancer les choses. 2017 va être une année importante. D'une part, le ministre Paradis va poursuivre ses grandes consultations qui vont mener à une nouvelle politique agroalimentaire au Québec. C'est important. Du côté fédéral aussi, il y a des grandes décisions. Il y a un nouveau guide alimentaire. Ça a beaucoup d'impact. Alors, je pense qu'il va y avoir des débats de toute façon sur les questions agricoles, agroalimentaires au Québec. Mais nous, on voudrait qu'il y en ait toujours plus. Et c'est un peu pour ça que l'Institut va essayer d'être très présente en 2017. D'abord, heureux de savoir que maintenant l'Institut Jean Garon existe. Heureux de savoir que vous êtes derrière cette institution-là, qu'on va entendre de plus en plus parler. Et heureux de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour faire face aux problèmes agricoles ou de l'agriculture comme on les voit actuellement. Merci beaucoup, M. Jean Pronovo, président de l'Institut Jean Garon, et M. Simon Bégin, qui est aussi co-auteur de ce livre « Une crise agricole au Québec vers la fin des fermes laitières traditionnelles ». Donc, je vous invite fortement à vous le procurer. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, ça complète.